Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale d'InOut, un magazine proposé par Le Monde et TVR. 4 étapes pour parler de la ville de demain. La ville connectée, la ville idéale, bien vivre en ville et pour cette émission, la ville au féminin. Quelle place pour les femmes dans l'espace public? Comment rendre la ville plus égalitaire et plus hospitalière vis-à-vis des femmes? Pour en parler, je vous retrouve ici, au Champ Libre, un lieu culturel à Rennes. Je vais aller retrouver mes invités spécialistes du sujet. Mais nous allons aussi vous amener sur le terrain avec des reportages à Villiers-le-Bel et à Rennes. Nous ferons une plongée dans les imaginaires collectifs du 19e siècle. Et enfin, nous donnerons le point de vue de la jeunesse. La ville de demain et la ville au féminin vous attend. C'est parti. Pour cette première partie d'émission, je reçois Sybille Cosnard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour toute cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes paysagiste et urbaniste et vous avez travaillé pendant plus de 15 ans auprès de différents acteurs publics, comme par exemple dans la ville d'Évry ou Cergy-Pontoise. Et en 2010, vous avez fondé CityLink pour accompagner les acteurs des territoires dans la mise en place de stratégies urbaines. Avec vous, on va parler de féminisation de la ville, de la place des femmes dans les villes. Vous serez rejoint par plusieurs autres invités, des reportages, des chroniques, des pastilles. Mais déjà, pour commencer, une première question un peu générale qui s'adresse à la femme que vous êtes. Comment vous vous sentez dans l'espace public? Ça dépend de quel endroit, quel espace public je traverse. Et je les traverse. Et justement, qu'est-ce que vous ressentez? En fonction de quoi? En fonction de quels critères? Eh bien, souvent, ce qui revient, c'est les critères de la sécurité d'un endroit où on peut s'y sentir bien. Et c'est vrai que pour avoir travaillé dans un certain nombre d'ex-villes nouvelles, les aménagements qui en ont été faits à l'époque ne sont pas toujours très compatibles avec ce sentiment d'être bien ou d'avoir un espace où on puisse se poser ou tout simplement se sentir en sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle ces ex-villes nouvelles? Ces ex-villes nouvelles, ce sont des villes qui ont été développées dans les années 60-70 par manque de place et qui ont été dans des concepts un peu particuliers qu'on appelle d'urbanisme sur dalle et qui ont différencié l'espace de la voiture de l'espace des piétons et qui ont créé beaucoup de dysfonctionnements avec des endroits qui sont très difficilement accessibles, avec très peu d'assises, enfin très peu de bons aménagements pour s'y sentir bien. Et c'est pour ça qu'on les répare beaucoup aussi depuis 30 ou 40 ans. Et pourquoi ces manquements? On n'y pensait pas à l'époque? C'était, alors je ne vais pas caricaturer, mais c'est vrai qu'à un moment, on a dit que la ville avait été conçue par les hommes et donc elle était faite pour les hommes. Et c'est vrai que beaucoup de ces aménagements étaient principalement pilotés par des hommes parce que c'était eux qui étaient majoritairement aux commandes de ces aménagements. Et puis on était aussi dans une logique d'aménagement très monofonctionnel où on pensait que c'était bien de tout séparer comme fonction. Et il s'est avéré avec la pratique d'aujourd'hui que ça a été un urbanisme plutôt raté, je dirais. Peut-être que tout le monde ne partagera pas cet avis, mais pour y avoir travaillé et à Cergy-Pontoise et à Évry, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on tente de réparer tout ça et que c'est extrêmement compliqué parce que extrêmement coûteux et que ça dysfonctionne très mal. En plus du fait que ça a été mal aménagé, il y a aussi d'autres problèmes qui se sont greffés à cela. Alors on rentrera dans le détail pendant toute cette émission, aussi avec nos deux autres invités et avoir le point de vue de la jeunesse en dernière partie d'émission. On dit souvent que les hommes vivent dans l'espace public et que les femmes les traversent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Concrètement, comment se caractérisent ces inégalités de genre dans l'espace public? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Les exemples concrets, mais je pense que Yves et Corinne sauront beaucoup mieux raconter ou expliquer cela que moi, mais il y a eu un type d'aménagement qui a été très relayé, notamment par Yves, sur cette notion des city-stades, qui à un moment était une proposition qu'ont fait des collectivités à se dire que ça pouvait être bien de développer ce type d'aire de jeu. Or, on s'est aperçu que finalement, ils étaient très différenciants parce que c'était essentiellement un public d'adolescents qui y allaient, que ça excluer les publics des filles. Et c'est vrai que toutes ces notions, en tout cas sur l'espace public, d'aménagement des espaces de jeu ou de rencontre sont souvent très clivants et très différenciants. Donc ça, c'en est un exemple. Donc on veut faire bien, mais finalement on oublie une partie de la population. Exactement. Et là, on parle des femmes, mais je pourrais aussi, puisque c'est aussi plutôt ma position, c'est que bien sûr qu'il y a ce sujet de la prise en compte des femmes dans l'espace public, mais j'aurais envie de dire que c'est aussi tous les publics, parce qu'on pourrait se dire la même chose pour les enfants,
On s'aperçoit qu'en l'espace de 100 ans, je crois, on a perdu à peu près 10 km d'autonomie des enfants dans l'espace de rue. Et c'est vrai que souvent, on les cantonne à des espaces de jeu plutôt cloisonnés et qu'on ne les voit pas dans la rue. Alors quand vous dites féminiser une ville, ça prend aussi en compte d'autres publics. Oui. Il y a des exemples très concrets, par exemple les trottoirs qui ne seraient pas différenciés avec la route. Ouais. Ça permet à des mamans, par exemple avec des poussettes, de passer, mais ça permettrait aussi à des personnes à mobilité réduite, des personnes plus âgées, de ne pas avoir à faire cet effort de marche finalement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples très concrets comme ça? Après, sur cet exemple-là aussi, c'est toujours un peu particulier parce qu'on se dit qu'à un moment, pour traiter une appropriation de tous les publics, on pourrait faire cela, mais on s'est aperçu aussi que, par exemple, pour certains handicaps, ça pouvait être embêtant d'avoir un trottoir, enfin de ne pas avoir de différenciation de trottoir. Les personnes aveugles, par exemple? Exactement, ouais. Oui. Et qu'est-ce que veut dire féminiser une ville? Là, on parle de la ville au féminin, le fait d'inclure davantage les femmes dans la ville et dans l'espace public. Est-ce qu'un maire, par exemple, pourrait dire demain, je vais féminiser ma ville? Quand je côtoie des élus, et j'en côtoie un certain nombre, je peux vous dire que le chemin, il est encore long pour que chacun soit dans cette phase d'appropriation, parce que quand on vient les voir sur ce type de démarche-là, les premiers réflexes, c'est il n'y a plutôt pas de problème, ou pire, si on aborde sous l'angle de la féminisation, c'est qu'est-ce que c'est que ces actes militants? Moi, j'en veux pas dans ma ville. Donc il y a encore un énorme travail de conviction et de pédagogie pour que les collectivités prennent conscience que leurs villes, elles ne sont pas accessibles à tous. Je rebondis sur vos propos. C'est une très bonne transition puisque je vous propose de partir à Villiers-le-Bel, qui est une ville qui a tenté justement un peu de féminisation. C'est un reportage de Thomas Edoux. À Villiers-le-Bel, Victor Péchu est chargé d'une mission difficile, féminiser le mobilier urbain de la ville. Et cela passe par une meilleure sécurité des femmes, à l'intérieur comme à l'extérieur des résidences. Contrairement à ce qu'on peut penser, les violences faites aux femmes, elles sont principalement le fait de violences domestiques, de violences intrafamiliales. Donc il y a vraiment un enjeu de travailler sur la question du signalement et du système de solidarité. Et en créant des espaces communs, notamment des jardins partagés ou des espaces communs jeux pour enfants, on travaille aussi sur des buanderies, voilà, ou des espaces de rencontre où les habitants peuvent se rencontrer. On crée de la solidarité entre habitants et ça permet plus facilement de se signaler comme victime de violences familiales. Et prendre en compte les femmes, cela se passe aussi dans l'espace public, notamment dans les rues et sur les trottoirs, où les déplacements quotidiens ne sont pas toujours évidents, surtout pour les mères de famille. Le fait d'avoir mis à niveau voirie et trottoir, ça facilite grandement la circulation des femmes avec poussettes, enfin des parents avec poussettes, et en l'occurrence, ce sont en majorité des femmes. À l'origine de ce projet de féminisation, une réflexion autour de l'égalité femmes-hommes, comme à Paris ou encore Genève. Mais c'est ici, au Jardin des Délices, que se sont concrétisées les premières idées. On se rend compte que le jardin partagé, c'est vraiment un outil de la mixité sociale dans le quartier, de la mixité des usages. On se rend compte que c'est un espace familial, c'est un espace qu'occupent de manière égalitaire, entre guillemets, les femmes et les hommes du quartier. Des jardins partagés ouverts, des parkings semi-enterrés et donc moins anxiogènes, des parcs pour enfants sécurisés, les résultats d'une approche genrée de la ville qui permet aussi d'inclure tous les publics. Un aménagement urbain qui se révèle donc utile pour tous, mais son processus de féminisation est lent. Pour certains habitants, il n'est pas la priorité. Le maire est conscient de la difficulté du défi. Par définition, un maire de banlieue doit être modeste, et sur ces questions-là particulièrement. Très franchement, on va dire que ça avance. Ça ne marche pas aussi vite ou aussi bien qu'on le souhaiterait. Ça avance, les lignes bougent. Voilà, donc il faut construire ça petit à petit. On est loin d'être arrivé sur ces questions-là. Vraiment beaucoup de modestie. Autre mesure importante pour la mairie, les noms donnés aux rues. Il y a encore quelques années, 90% d'entre elles portaient des noms masculins. Les pouvoirs publics tentent peu à peu de changer ce chiffre. Nous a rejoint en plateau une nouvelle invitée, Corinne Luxembourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour parler de la ville au féminin. Alors vous venez de voir ce reportage sur Villiers-le-Bel. Est-ce naturel, facile de féminiser une ville? Quels sont les freins, s'il y en a? Une chose dont on n'a pas forcément conscience, c'est que la ville, c'est du temps long en soi. Et que nos vies d'êtres humains, elles sont rien par rapport au temps de la construction de la ville. C'est-à-dire des choses qui sont décidées aujourd'hui
ce sont nos enfants ou parfois nos petits-enfants qui en verront les résultats. Et donc ces différences de temporalité-là, elles sont importantes à voir et à imaginer. C'est-à-dire que ce qu'on imagine aujourd'hui n'aura pas lieu dans 2 générations parce que nos vies ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que penser la féminisation, ce n'est pas forcément dans ce sens-là. Les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes en ville. Elles sont plus nombreuses que les hommes à la surface de la planète. Or, elles continuent d'être pensées comme minoritaires. Donc il y a là un processus qui est un processus de domination, un processus de hiérarchisation entre ce qui est masculin et ce qui est féminin, et pas forcément entre hommes et femmes, mais entre ce qui est masculin et ce qui est féminin. Et du coup, ça déplace un peu le discours. Et donc, il ne s'agit pas forcément de la féminisation des choses, mais comment ce système politique, qui est un système de domination, qui est un système patriarcal, que l'on connaît bien, comment ce système politique-là, on le transforme pour aller vers plus d'équité, et pas forcément vers plus d'égalité, mais l'équité, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont le moins. Et donc on voit bien sur une ville comme Villiers-le-Bel que c'est une ville de banlieue, donc ça signifie aussi un certain nombre de choses. Les gens qui habitent là sont des gens qui habitent en banlieue. Ce qu'on a vu en arrière-plan, quand le monsieur montrait les jardins partagés, montrait les grilles de résidentialisation qui sont mises en place, ce sont de très beaux logements et c'est du logement social. Donc c'est très bien de montrer du très beau logement social parce que ça permet aussi de dire qu'on fait de la très belle ville avec du logement social. Et là où je crois que c'est important aussi de dire les choses, c'est que la ville, elle n'est pas habitée de la même façon selon nos revenus. Et on sait que, du point de vue des revenus, les femmes, elles sont moins payées que les hommes à niveau d'études égales et à travail égal. On sait qu'il y a une différence qui est entre 16 et 25% selon les études et selon les classes que l'on regarde. Donc si on a cette différence-là de revenus, évidemment que pour se loger, ce n'est pas la même chose. Parce que la part qu'on laisse dans les loyers, elle est différente. D'autant plus qu'on sait que la majorité des familles monoparentales, les chefs de famille, ce sont des femmes, c'est à 83%. Et donc quand on a peu de revenus, et qu'on est en charge de gamins, 1, 2 ou plus selon, eh bien, quand on a en plus le loyer à assumer, on se retrouve évidemment en difficulté. Donc avoir du logement social, c'est une pratique féministe. Sybille Cosnard, on parle de temps long, on parle de modestie aussi dans le reportage. Vous travaillez sur l'ouverture à tous les publics, finalement pas qu'aux femmes. Quand on veut créer une ville, par exemple, accessible aux personnes handicapées, est-ce que c'est aussi long que féminiser, entre guillemets, une ville ? Tout est long et je rajouterai à la longueur de ce temps long le fait qu'aujourd'hui, moi, je perçois qu'il y a déjà un temps de conviction à avoir auprès des décideurs et auprès des acteurs producteurs de la ville. Parce qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est encore très, très lointaine, que ce soit pour la prise de conscience vis-à-vis de la présence de la femme, mais de tous les autres publics. C'est-à-dire que pour la majorité d'entre nous, acteurs de la ville, et je discute avec beaucoup de promoteurs, des aménageurs, des décideurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème pour eux. Est-ce qu'il faut convaincre aussi les habitants dans certaines zones? En tout cas, probablement plus les solliciter qu'il n'est fait aujourd'hui. Vous avez fait une étude, Corinne Luxembourg, à Gennevilliers, de 2013 à 2019, justement sur l'appropriation de l'espace public par les femmes. Qu'est-ce qui en est ressorti, des exemples concrets? Ce qui en est ressorti de façon concrète, c'est la même chose à Gennevilliers que dans n'importe quelle autre ville, c'est-à-dire que les fonctions du CAIR sont portées par les femmes en très très grande majorité. Ce qui est assez drôle, c'est que la connaissance de la ville, elle est beaucoup plus grande par les femmes que par les hommes, justement parce qu'elles accompagnent et qu'elles vont aller d'un point à un autre sans rarement s'arrêter dans cette ville. Donc ça, c'est une des premières choses que l'on a pu voir. Après, on revoit, par redire ce qui s'est dit dans le reportage sur les jardins partagés. Sybille Cosnard, justement, quand on parle de la ville au féminin, on pense souvent aménagement urbain. Mais il n'y a pas que ça. Prendre en compte les femmes et d'autres publics, ça passe aussi par d'autres aménagements, typiquement des aides, créer peut-être plus d'associations pour les femmes. Est-ce qu'on a des exemples aussi
concrets d'aménagement qui peuvent être faits? Il y a un certain nombre d'initiatives quand même qui ont été réalisées ces dernières années, parce qu'on a réalisé là au sein de l'agence tout un travail de benchmark sur les différents dispositifs qui sont mis en place, que ce soit en France ou en Europe. Donc il y en a un certain nombre avec des mobilisations d'associations, des diagnostics en marchant, des démarches exploratoires, des modes de gestion ciblés. Donc oui, il y a beaucoup de choses de faites, mais je continue à revenir sur mon travail de conviction et de pédagogie qu'il y a à faire, que tout cela c'est bien, mais si on n'a pas cette impulsion-là du côté du décideur et après de ceux qui vont concevoir, donc la partie très en amont, on pourra toujours avoir un certain nombre d'actions, mais il faut vraiment que ça rentre dans les dispositifs de chacun. Et quand on voit les documents de planification aujourd'hui, tous les publics, alors que ce soit celui de la femme et celui qui est le plus pris en compte à la rigueur, c'est le public senior. Oui. Sinon, le reste est relativement inexistant ou de manière très, très anecdotique. Quelques normes pour les personnes en situation voilà, de donc handicap. Systématiquement, sur le sujet handicap, on est plutôt sur le volet réglementaire. Sur les enfants, on va prévoir quelques dispositifs d'aire de jeu. Pour les femmes, c'est plutôt pris sous l'angle sécuritaire. Et les personnes âgées, ça va être de prévoir X dispositifs de maisons de retraite plutôt éloignées de la ville. Comme ça, c'est mieux, on ne les voit pas. Donc, non, il y a un gros travail. Donc, il y a plein d'initiatives, mais je repars toujours de la base parce que s'il n'y a pas de conviction et de décision politique, rien ne se fera. On en parlera justement après. Corinne Luxembourg, est-ce qu'il y a un modèle de ville exemplaire pour vous dans le monde sur cette ouverture à la prise en compte des femmes dans l'espace public? Alors, s'il y a un modèle, évidemment, c'est Gennevilliers, qui est par principe, puisque c'est le centre du monde, comme chacun sait. Je rigole un tout petit peu. Pourquoi ça peut être un modèle? Parce que cette ville-là a décidé de ne pas en être un. Et donc, le fait de décider de ne pas être un modèle, c'est se dire que à chaque endroit où on va travailler, on doit le faire avec les habitants, pas pour, mais avec. C'est-à-dire que, évidemment, il y a tout ce qui est acteurs publics, décideurs publics, promoteurs, etc. Mais la première expertise, c'est celle des habitants et des habitantes. Et que si on ne fait rien avec eux, c'est-à-dire que tant que on ne se met pas dans la situation où on doit apprendre les choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation, nous, de profs et d'élèves, qui est totalement asymétrique et hiérarchisée, mais dans une situation où on a chacun une expertise et que ces expertises, on doit les mettre en commun et que c'est de ce commun-là que sortira un savoir. Et qu'évidemment, pour chaque ville, eh bien, il y a un commun différent. Parce qu'on n'habite pas à Rennes comme on habite à Gennevilliers, qu'on n'habite pas, je ne sais pas moi, à Embrun, dans les Hautes-Alpes, de la même façon qu'on peut habiter à Arles, par exemple. Parce que il y a des enjeux qui sont des enjeux économiques, qui peuvent être liés au tourisme, qui peuvent être liés à l'industrie, qui sont évidemment différents. Et puis, il y a cette question de volonté politique de faire pour toutes et tous. Au-delà de la seule question de genre, qui est, encore une fois, pas qu'une question de femme, mais qui est bien une question de relation entre ce qui est masculin et ce qui est féminin. Il y a des questions de classe sociale, il y a des questions de race, et que c'est uniquement en gérant la totalité de ces rapports hiérarchisés. Voilà, Sybille Cosnard parlait des personnes âgées, ça veut dire qu'il y a aussi là des rapports de domination et des rapports hiérarchisés qui existent, parce que si on croise par exemple personnes âgées et genre, eh ben, on se rend compte d'une chose, c'est que la majorité des vieux, c'est des vieilles. Et donc quand on enlève les bancs en ville, eh bien, ce sont les femmes qui sont pénalisées par cette suppression d'assises dans la ville. Donc elles disparaissent de l'espace public de fait. Or, ça pose de questions à personne de les voir disparaître. Donc on voit bien que c'est bien au-delà de tout ce qui est un peu le discours qu'on peut entendre un peu de saupoudrage comme ça, mais qui est bien de se dire on a des expertises, ces expertises elles sont locales et il n'y a pas de modèle. Merci beaucoup, Corinne Luxembourg. Il y a tellement de choses à dire. Absolument. Avant de retrouver notre prochain invité, je vous propose de découvrir la chronique d'Olivier Razemont. Il est journaliste au Monde, spécialiste des mobilités. Et il nous raconte une expérience qu'il a vécue en Suisse. Je vous laisse découvrir. Quand on est un homme ou quand on est une femme, on n'a pas forcément le même ressenti de la vie, la même vision.
Cela, je m'en suis rendu compte à Fribourg en 2018, en Suisse, lorsque j'ai pu visiter la ville sur les conseils de Nicole Surchavial, qui est architecte et urbaniste. Avant cette rencontre, j'avais déjà constaté que dans une ville, la domination masculine s'exerce partout, qu'il y a davantage d'hommes dans la rue, davantage de garçons qui jouent avec les jeux d'enfants. Mais je pensais finalement que c'était assez peu visible, qu'il fallait un œil exercé pour remarquer cette domination masculine. En visitant Fribourg sur ces conseils, j'ai pu observer des aménagements ou parfois des non-aménagements qui montrent que la ville est parfois difficile à vivre pour une femme. Par exemple, je me souviens, dans le centre-ville, il y a des rues qui sont éclairées par une lampe placée à 8 mètres de hauteur, qui certes éclaire très bien la chaussée, mais très mal les trottoirs. J'avais vu également dans le bas de la ville, près de la rivière, qu'il y avait un stade de football, et le stade de football était occupé par des jeunes hommes qui jouaient au foot, et puis autour, derrière des grillages, les filles les regardaient. L'entretien de l'espace public, lui aussi, est genré. À Fribourg, quand il neige, les trottoirs sont déneigés après la chaussée. Or, il se trouve que c'est surtout les automobilistes qui empruntent la chaussée en voiture, alors que ce sont surtout les femmes qui empruntent le trottoir, notamment pour emmener les enfants à l'école. Bien sûr, tous ces aménagements n'ont pas été pensés expressément pour exclure les femmes, mais il se trouve que c'est principalement sur les femmes qu'ils pèsent. À Fribourg, Nicole Surchavial a réussi à réaliser quelques aménagements, notamment pour l'éclairage et les matériaux défectueux. Mais pour ça, il lui a fallu batailler avec les services de la ville. Elle m'a expliqué qu'il fallait passer pour les chantiers par le génie civil et que, en fait, dans le génie civil, il y a essentiellement des hommes qui parfois ne comprennent pas la nécessité de modifier un éclairage, d'aménager un point d'eau dans un parc. Et c'est aussi pour cette raison que Nicole Surchavial propose un réaménagement des cours de récréation. À Fribourg, j'ai pu voir, comme il en existe d'ailleurs à Rennes, une cour de récréation où les jeux ne sont pas conçus d'un côté pour les garçons et de l'autre pour les filles, mais où ils sont conçus pour tous les enfants au milieu. Et effectivement, tous les enfants jouent ensemble, j'ai pu le constater. C'est un pari sur l'avenir et ça marche. Yves Rebaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission et de rejoindre Sybille Cosnard à vos côtés. Vous êtes géographe et maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la géographie du genre et de la ville au masculin. C'était important pour vous de le formuler comme ça. Ma question rebondit sur la chronique d'Olivier Rasmont. Je m'adresse à l'homme, je m'adresse aux chercheurs. Selon vous, les hommes ont-ils du mal à se représenter la ville au féminin ? Oui, certainement. D'ailleurs, chaque fois qu'on passe des documentaires, la ville inversée, ou bien si on fait des visites aussi avec des hommes dans la ville, effectivement, ça nous est, nous les hommes, totalement invisible, hein, cette supériorité que nous avons dans la ville. Et pour un chercheur comme moi, c'est à chaque fois une espèce de révélation, hein, de me rendre compte que les noms de rues, les statues, les espaces de loisirs sont constamment des références aux cultures masculines. Voilà. Donc ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté ? Non, oui, c'est invisible. Nous avons été conditionnés à voir notre ville, une ville plaisir. Hein. Nous avons appris aussi à l'école, dans des textes de la littérature du XIXe siècle, même depuis François Villon jusqu'aux surréalistes, à une ville plaisir, une ville où on suit les femmes dans la rue, une ville féminine, excitante. Nous avons appris que Venise était la capitale européenne des amoureux, alors que c'était la capitale européenne de la prostitution au XIXe siècle. Donc cette habitude qu'on a de la ville nous fait que nous sommes surpris hein, quand nous entendons un discours différent de la part des femmes. Alors, vous parlez d'une mixité en trompe-l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors un trompe-l'œil, c'est quand on croit qu'il y a une vraie fenêtre et que ce n'en est pas une dans la ville. C'est-à-dire le trompe-l'œil, c'est de dire, mais si dans la ville on voit autant de femmes que d'hommes, mais si elles sont là, aussi de corriger même de façon inconsciente en disant, mais si, il y a quand même des filles sur un skatepark, ou bien il y a des femmes qui marchent dans la rue, vous voyez, c'est possible, ou bien il y a une fille sur scène dans un festival de rock. Et après, effectivement, l'objectivation scientifique consiste à compter. Et donc, on se rend compte qu'il y a 5% de filles sur les skateparks, 4% de femmes sur la scène du Hellfest en Bretagne, et de voir que finalement, les avantages matériels de la ville, comme centre de ressources, profitent aux hommes. Et à partir de quand on a commencé à se poser la question ? Cette prise en compte des femmes dans l'espace public ? Je crois depuis toujours. Hein. Je veux dire, déjà, il suffit de relire les textes de Virginia Woolf, hein, par exemple, un certain nombre il y a dans la littérature, notamment féminine, de George Sand dans Consuelo, par exemple, aussi, cette révolte hein, contre cette ville qui est faite pour les hommes, qu'on voit dans les textes de Virginia Woolf en train de jouer au domino ou à la pétanque dans la ville, un jour où elle se travestit en homme, où elle va visiter la ville. Et puis, il y a aussi toutes les luttes féministes. Dans les années 70, les luttes féministes disaient l'espace public est
est un espace réservé aux hommes, hein, le privé est politique, etc. Donc je crois que c'est une question ancienne, et puis comme disait Corinne Luxembourg, eh bien, effectivement une question qui émerge petit à petit par de nouvelles actions, de nouvelles... En ce moment, on est dans une période de forte protestation féministe avec les mouvements MeToo, etc. Et donc, je pense que c'est un moment où on peut avancer effectivement dans cette prise de conscience des inégalités. Donc, la question était présente, mais à partir de quand on a commencé à faire émerger des solutions, peut-être, où certaines villes ont commencé à se dire, bon, on va peut-être faire changer les choses. Oui, alors les pionnières sont peut-être justement Rennes, puisqu'on est ici à Rennes avec les bureaux d'étang, hein, et aussi Rennes, Poitiers, la Fédération européenne des bureaux d'étang, également aussi les fédérations européennes de villes éducatives, la convention aussi, le Conseil des communes et régions d'Europe, hein, dont Jocelyne Boujard, ancienne adjointe au maire à Rennes, a été vice-présidente, hein, qui a créé une charte d'égalité femmes-hommes dans les villes. Donc il y a eu vraiment un dispositif de féminisme institutionnel porté par des instances comme l'ONU aussi, la conférence de Pékin. Donc il y a quand même des prises de conscience mondiales. Et puis après, eh bien, il y a aussi sur le terrain la force des nouveaux mouvements féministes, Oser le féminisme, et puis SOS harcèlement de rue, enfin qui est partie beaucoup des étudiantes qui ont tout à coup protesté plus fort qu'avant sur la condition qui leur était faite dans la ville et dans la dangerosité de la ville. Alors Sybille Cosnard, vous le disiez tout à l'heure, pour féminiser une ville, en tout cas pour prendre en compte tous ces publics, il faut aussi que ça vienne d'en haut, c'est-à-dire à partir des prises de décision. Yves Rebaud, vous le dites aussi, que les pratiques issues de la ville durable ressemblent comme deux gouttes d'eau à des pratiques d'hommes jeunes, libres d'obligations familiales et en bonne santé. C'est un constat que vous faites aussi, Sybille Cosnard? Complètement, oui, je partage tout à fait ce propos. Et quand vous avez fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire du coup? Quelles seraient les préconisations? C'est-à-dire qu'on ouvre plus ces espaces de décision, par exemple? Eh bien, on voit que l'expertise continue à diviser le monde des hommes et le monde des femmes. Donc là, nous sommes dans une émission où les techniciens sont tous des hommes, par exemple, et donc moi je suis effectivement un intervenant. Voilà, hein, donc on est aussi dans une division du travail constante. Dans la ville, eh bien, les urbanistes, les architectes, les gens qui s'occupent des services de voirie, etc., sont massivement des métiers d'hommes. Hein, je veux dire, donc là aussi, on a des écoles d'urbanistes, d'architectes où il y a plus de femmes que d'hommes maintenant, mais qui continuent à enseigner l'image d'une ville fonctionnelle, tournée vers l'économie. Hein. Et donc là maintenant, la ville décarbonée, hein, le nouveau thème du XXIe siècle, eh bien, ne s'interroge pas forcément à ce que finalement les économies d'énergie, la lutte contre la pollution, la rationalisation de la ville fait aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants et aux personnes aussi qui s'en occupent plus que d'autres, que sont les femmes. Donc on va dire tout le monde à vélo, par exemple, c'était le thème. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est une personne en surpoids obèse? Ça fait maigrir le vélo, voilà ce que peuvent dire des experts. Ou bien les femmes, vous voyez bien, il y a des femmes qui vont quand même accompagner leurs enfants à l'école. Hein. Et si une femme dans une assemblée dit « mais comment on fait si on a 3 enfants dans 3 écoles différentes ?» ça exaspère les experts. Hein. Et puis ils disent de toute manière, maintenant les pères accompagnent les enfants à l'école. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Sybille Cosnard, vous avez accompagné des villes comme par exemple Évry et Cergy-Pontoise. Vous faites aussi de la sensibilisation et de l'accompagnement. Vous le constatez, ça, cette surreprésentation d'hommes dans le décisionnel? Je l'ai vécu depuis une bonne vingtaine d'années. J'avais aussi fait l'exercice de regarder combien de femmes avaient été nommées au Grand Prix de l'urbanisme. Je crois que sur une bonne trentaine, il n'y en a que 3 qui ont eu ce Grand Prix-là. Et c'est très démonstrateur dessous. Et c'est vrai qu'au niveau décisionnaire, je pense que j'ai plus en tête le pourcentage de femmes élues en France, mais il est relativement faible par rapport aux hommes. Donc oui, on est très entourés. Mais ça, à la rigueur, je me dis que de toute manière, pour le moment, c'est là. Et l'idée n'étant pas de se dire qu'il faudrait qu'il y ait une suprématie de la femme pour qu'on aménage mieux, mais qu'on aménage peut-être de manière plus équilibrée. Et ce que je continue moi à trouver dommage, c'est que alors on parle beaucoup d'inclusion ou de ville pour tous. On trouve toujours comme un vœu pieux de la part des politiques, parce qu'il n'y a pas un document d'urbanisme qui ne dise pas qu'on veuille une ville pour tous. Il n'y a pas un aménageur qui dit je vais faire un quartier pour tous. Et une fois qu'on s'est dit ça, on en arrive après à des remontées de terrain avec des travaux d'associations hautes. Mais il y a un espèce d'énorme trou au milieu qui fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en parle encore de manière hélas trop théorique,
ou peut-être trop saupoudrée ou trop cosmétique et pas comme étant un incontournable en prenant en compte tous ces publics-là et en se disant si je prends en compte mon enfant, ma personne âgée, la femme, les personnes en situation de handicap et pas que en fauteuil roulant, comment j'aménage ma ville, comment je la conçois. Et donc je vous propose de découvrir un exemple concret avec un reportage sur le terrain à Rennes dans une école, cours d'école non genrée. C'est un reportage réalisé par Aurélie Crété de TVRN. Du coup, avant, il faut imaginer la cour, c'était un grand espace bétonné, voilà, avec un terrain multisport central qui était ici et pas beaucoup de végétalisation. Mais cela, c'était avant la rentrée 2020, car dans cette école primaire du centre-ville, l'été a été mis à profit pour reconfigurer cette cour de récréation et en faire un espace non genré. Une cour de récréation non genrée, c'est une cour où les filles et les garçons puissent s'épanouir et s'y retrouver à travers différents espaces, qu'il n'y ait pas les garçons qui s'approprient tout l'espace et ou les filles qui s'approprient tout l'espace. C'est que vraiment tout le monde puisse jouer dans des espaces différents et puisse s'épanouir ensemble. Car il faut bien l'avouer, jusqu'à présent, la cour de récré, c'était un peu les garçons sur le terrain de foot au milieu et les filles autour, du constat même des premiers intéressés. Les enfants ont vraiment été partie prenante du projet. Alors pour eux, c'était pas sur la réflexion genrée, pas genrée, hein, clairement. Après, forcément, on l'a abordé. Mais je veux dire, eux, c'était plus sur les zones d'usage, en fait. Hein. C'est ça qui a démarré la discussion. Et voilà, donc du coup, on a vraiment réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut faire dans une cour, quelles autres activités on peut mener. Des paniers de basket, une piste d'athlétisme, des tables de ping-pong ont ainsi fait leur apparition, sans oublier les jeux d'échecs ou les bancs en bois, de quoi changer les habitudes des écoliers. C'est vrai que avant le foot, il était un peu, il prenait un gros espace, alors que là maintenant il est un peu plus, un peu moins joué. Du coup on se reçoit pas des ballons tout le temps. Et puis du coup on joue un peu plus avec le garçon. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est mieux. Il y a le toboggan là derrière. Il y a de l'herbe, il y a des copeaux. Avant il n'y avait pas de ça et le terrain de foot il n'était pas là. Plus d'espace vert, c'était aussi le challenge de ce réaménagement, une dimension d'ailleurs indissociable du travail sur le genre. Le fait qu'il y ait la nature aussi, c'est vraiment, je pense que c'est lié. Enfin, je veux dire, une cour non genrée, pour moi, il faut qu'il y ait une revégétalisation en même temps. Parce que justement, elle amène des zones de calme, elle amène aussi le respect. Quand il y a de la nature, il faut respecter plus l'environnement qu'on a autour que si c'est du béton, on fait ce qu'on veut. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment, si je devais définir une cour de non-genrée réussie, c'est des zones différentes avec la nature qui est réintégrée dedans. Le fait d'avoir eu ce projet de nouvelle cour, ça a renforcé tout ce qu'on avait déjà mis en place en commun. Et du coup, on a vraiment travaillé avec les enfants, avec les enseignants, avec le périscolaire, sur tout ce qu'on voulait. Et en plus de ça, ça a permis de construire de nouveaux règlements communs, de aussi travailler sur du matériel en commun. Et au final, ça a renforcé toute la cohésion en fait, dans l'école. Pour l'instant, à Rennes, 2 écoles ont été équipées, 3 le seront au cours de l'été 2021. Alors que pensez-vous mutuellement de ces cours d'école non genrés? Peut-être Sybille Cosnard. Elles sont l'expression en tout cas de comment on peut intervenir pour ramener de la mixité et comment aussi on pourrait le transposer sur un autre endroit que les cours d'école. Et ça me fait aussi penser sur ces interventions qu'on fait au niveau cours d'école, de ces mêmes interventions qui sont en train d'être portées aussi au niveau de la rue aux écoles, qui est une initiative qui vient d'être développée par la ville de Paris et qui est très intéressante aussi parce que ça permet de voir comment les enfants se réapproprient l'espace public et pas simplement dans la cour d'école. Yves Rebaud, sur ces écoles non genrées. Oui, je crois qu'on peut citer Edith Marvejols, qui est vraiment la spécialiste maintenant européenne de cette question. Bien entendu, c'est aussi des écoles qui sont végétalisées, des cours de récréation qui sont végétalisées aussi. Donc c'est global. C'est global parce que finalement, toute la question, c'est la question du bitume qu'on met en place pour que des choses roulent dessus. C'est des ballons, des rollers.
et qui sont des activités percutantes et très aussi lieu d'enjeu avec les garçons. Et donc je pense que là, l'apprentissage de la spatialité dans la cour de récréation avec le terrain de foot au centre, eh bien, on va retrouver finalement dans les pratiques de la ville des hommes et des femmes cette habitude de la domination du centre par les garçons, et puis aussi cette habitude de construire une ville autour de terrains de sport, c'est-à-dire on construit un ensemble immobilier, on met un city-stade au milieu ou autrefois un terrain de pétanque. Et toujours, c'est quand même, regarder la ville avec les lunettes du genre, c'est montrer à quel point cette centralité du jeu masculin dans la ville est importante. Alors en préparant cette émission, vous me parliez aussi des toilettes publiques. Oui, bien sûr, mais là aussi, c'est pareil à l'école, et l'école française déteste ces toilettes. Enfin, il n'y a pas un endroit où, quand on interroge les enfants, où on fait un travail fin, comme l'a fait Sophie Levrat dans une thèse à Caen récemment, en faisant photographier les enfants ce coin redouté des toilettes, qui est mauvais pour la santé aussi, puisque un certain nombre d'enfants, filles et garçons, ne vont pas aux toilettes dans la journée de peur des agressions, toilettes qui sont sales, qui sont couvertes de graffitis. On retrouve ce même problème dans la ville. Dans la ville, les toilettes sont hostiles. On considère que c'est normal que les hommes pissent dans la rue, donc on met des urinoirs. Autrefois, ils pouvaient même regarder les passantes en pissant, vous savez, dans les anciennes Vespasiennes. Et puis, les toilettes sont constamment objets de graffiti obscènes. Et donc là, on voit bien comment, ce que disaient les féministes américaines, le terrorisme sexuel dans la ville existe vraiment. Il y a vraiment aussi une intimidation sur les femmes dans la ville, et une discrimination qui font que les femmes ne peuvent pas, ont des difficultés, des obstacles pour uriner dans la ville. La ville est donc bien faite pour les hommes, y compris dans les commodités. Et sur le sujet des toilettes, c'est aussi hostile, ou en tout cas ça éloigne les personnes âgées, parce qu'il n'y en a pas assez. Certaines personnes âgées se refusent aujourd'hui de sortir par peur de ne pas pouvoir accomplir le besoin d'aller aux toilettes, parce qu'il n'y en a pas assez. Donc dans ces cas-là, elles ne sortent pas. Donc une mesure qui serait prise pour aider peut-être les femmes pourrait aider aussi d'autres publics. Exactement. Penser la ville au féminin, on l'a dit, c'est prendre en compte cela au niveau décisionnaire, mais c'est aussi impliquer les habitants. Comment les habitants aussi de ces villes peuvent se faire entendre? Bien, je pense que Corinne Luxembourg a toute une expérience à la fois universitaire et puis militante avec un groupe qui s'appelle Les Urbaines à Gennevilliers. Elle le disait dans cette émission, je crois que tout ce qui peut être la participation des habitants est importante. D'autres associations, comme À Places Égales, se sont fait une spécialité des marches exploratoires non mixtes de femmes. Donc ça se fait depuis 20 ans, les marches non mixtes. On découvre que la non-mixité est un problème, mais c'est un outil pour nous pour travailler sur le sentiment, les représentations réelles de la ville. D'autres, comme l'association Genre et Ville, dont on a parlé aussi, font des marches sensibles qui sont mixtes et où on demande aux hommes présents de se mettre dans la peau d'un petit enfant, une personne handicapée. Et donc là aussi, il y a cette exploration de la ville avec les citoyens. Ça peut être aussi des marches revendicatives, comme celle des étudiantes qui manifestent pour que la rue soit plus une zone de non-droit, pour pouvoir aller le soir dans certains quartiers sans être agressées en manifestant la présence des femmes spectaculaires dans la ville. Et ça, c'est vrai qu'on a aussi eu trop tendance ces dernières années, quand les choses n'ont pas forcément, ou les espaces n'ont pas été forcément bien conçus, c'est parce qu'on les a conçus plutôt a posteriori, ou en tout cas en présentant les projets aux habitants une fois qu'ils étaient conçus. Et là, on a vraiment un mouvement qui est en train de s'opérer, où on associe de plus en plus les habitants. On parle beaucoup aussi de préfiguration dans les aménagements pour associer les habitants et qu'ils s'approprient les futurs usages de ces projets. Donc il y a un vrai mouvement, et pas que militant, qui est en train de s'opérer sur la prise de conscience des politiques et puis des concepteurs de l'intérêt d'écouter ceux pour qui ils vont faire le projet, plutôt que pour eux, enfin, sans avoir pris conscience ou sans les avoir écoutés. Alors vous étudiez la ville pour l'un et vous les accompagnez pour vous, Sybille. Est-ce qu'on est optimiste aujourd'hui sur une évolution des choses? Est-ce que ça y est, ces problématiques commencent à être prises à bras-le-corps? Il y a un intérêt marqué. J'espère que ça n'est pas un intérêt tout court et qu'il est vraiment porté de conviction, mais en tout cas, le chemin est encore long pour convaincre le plus grand nombre.
Yves Rebaud, vous êtes optimiste? Oui, je pense que l'étape majeure, c'est le budget genré. C'est-à-dire, effectivement, dans nos études, nous montrons que 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons. Donc on voit trop souvent des terrains de sport, des choses comme ça, qui sont conçus sans penser qu'ils vont être occupés à 100% pour les garçons. Or, ça coûte très cher. L'idée de repartir du budget, qui est une idée féministe aussi, consiste à dire, devant l'impôt, puisque femmes et hommes payent des impôts, eh bien, il faut être égal devant l'impôt. Et donc, je pense que c'est l'étape institutionnelle, du féminisme institutionnel d'aujourd'hui. Eh bien, de grandes villes comme Grenoble, Lyon, Rennes ont adopté ce budget genré qui consiste à dire qu'on construise une cour d'école, qu'on construise un pont, qu'on fasse une politique d'aide à l'emploi. Eh bien, il faut qu'il y ait une référente ou un référent genre qui dise est-ce que ça va aggraver les inégalités. Si par exemple on aide le vélo, c'est la mode actuellement, eh bien, il faut analyser les sondages que j'ai, c'est que 80% des aides au vélo profitent aux hommes. Donc c'est aussi une question qu'il faut poser. Qu'est-ce qui fait obstacle à la pratique du vélo des femmes de façon à ce qu'elles profitent de ces aides? Merci beaucoup Yves Rebaud. Sybille Cosnard, vous restez avec moi pour cette dernière partie d'émission. Et pour continuer cette émission, partons dans le passé pour parler du futur, voir un peu comment nos ancêtres imaginaient la ville au féminin. C'est une pastille réalisée par Lucie Berland, Mélodie Da Fonseca, Thomas Edoux, en partenariat avec la BNF. Des brigands qui s'en prennent à une femme dans son aéronef au beau milieu de la nuit. C'est ce que l'écrivain et illustrateur Albert Robida dessine en 1883 lorsqu'il pense à la ville du futur. Une ville dangereuse pour les femmes, où le danger ne vient pas des ruelles sombres, mais du ciel. Et cette vision ne vient pas de nulle part. Au XIXe siècle, les villes sont loin d'être accueillantes pour les femmes. Sous prétexte de les protéger, la société patriarcale relègue les épouses à une vie de femme d'intérieur, entièrement consacrée aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Mais les urbanistes commencent à repenser les villes. On désenclave les ruelles, on perce de grandes avenues et de larges places, on construit des trottoirs et on installe l'éclairage public un peu partout. Les villes deviennent donc plus sûres et plus accessibles aux femmes. Lorsque le peintre Jean-Marc Côté se projette en l'an 2000, il imagine lui aussi une ville qui fait la part belle aux loisirs et aux espaces verts. On y voit des femmes épanouies dans des parcs où il fait bon vivre, qui s'adonnent à une partie de tennis dans les airs ou se baladent en patin électrique. Dans la ville du futur, les femmes seront de plus en plus présentes dans l'espace public, osent croire les illustrateurs. Elles occuperont des postes à responsabilité, jusque-là réservés aux hommes comme médecins, avocates ou femmes politiques. Albert Robida veut y croire. Dans la ville du XXe siècle, la femme pourra marcher fièrement et se rendre où bon lui semble, sans avoir à rougir ni craindre pour sa sécurité. Un défi qui, 150 ans plus tard, ne semble pas encore tout à fait relevé. De retour pour cette dernière partie d'émission avec une nouvelle invitée, Victoria Struck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'école urbaine de Sciences Po et c'était important pour nous de recevoir la jeunesse et la vieillesse. Non, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais en tout cas vous faire partager vos expériences. À vous deux, quand on regarde cette pastille, ces images proposées, ces gravures, qu'est-ce que ça vous inspire, Sybille ? Certaines sont d'actualité dans le fait que certaines professions maintenant se sont féminisées. Après, il y a des images d'espace, avec les dames en roller, là, mais en tout cas, le fait que la femme ait pu évoluer professionnellement, c'est bien. Victoria, visionnaire. Ce qui m'a fait rire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a théorisé ce qui a été montré dans ces images. Et donc, malheureusement, tout n'est pas réglé encore. On voit ce qu'on appelle la charge mentale ou l'insécurité. Et c'est dommage qu'on en soit encore là. 150 ans plus tard. Exactement. Alors Victoria, vous êtes donc à l'école urbaine de Sciences Po. C'est une école dans laquelle on apprend à inclure davantage les femmes dans l'espace public. Concrètement, qu'est-ce que vous apprenez ? Je pense que ça dépend forcément des masters, mais déjà, on parle des femmes, et ce qu'on ne fait pas toujours. Donc c'est déjà important. Et deuxièmement, on apprend aussi à avoir une vision globale, c'est-à-dire qu'on parle de la place des femmes en France, dans les grandes villes, dans les petites villes, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et on essaye de voir comment ça change en fait, en fonction des espaces et en fonction des lieux. Et on voit du coup que les solutions, elles ne sont pas universelles.
et qu'il faut prendre en compte la culture, la vie de chaque ville pour pouvoir répondre aux problématiques. Sur le site de l'école urbaine, justement, on peut lire que l'école souhaite former ceux qui vont agir et transformer la cité. Vous vous sentez animé de cette mission? J'espère que l'urbanisme, en fait, et en général, porte cette mission, c'est-à-dire que l'urbanisme, c'est penser la ville pour le futur et pour les autres. Et donc je pense que c'est la mission que tout urbaniste veut créer, en fait, en se lançant dans ce métier-là. Et je pense que dans mon école, en fait, on essaye d'avoir justement une vision qui permet de voir la gouvernance à travers tous les petits filets qui permettent une vraie gouvernance qui prend en compte toutes les problématiques. Sybille Cosnard, quand on essaye de transformer les villes, déjà on parle des villes en général, on en discutait avec Victoria, c'est peut-être un terme trop générique de dire les villes pour parler justement des aménagements, mais quand on essaie de transformer les villes, est-ce que ça veut dire qu'on essaye, et si on y arrive, ça transformera un peu le monde et la société? Forcément que l'urbain est lié à la société. Je suis toujours très étonnée qu'il y ait une aussi grande méconnaissance du métier d'urbaniste parce que tout le monde sait ce qu'est un architecte et dès lors qu'on s'exprime dans un dîner à dire qu'on est urbaniste, personne ne sait ce que c'est et donc on doit passer à peu près 10 bonnes minutes pour expliquer ce qu'est être urbaniste. Donc, alors, sans y passer 10 minutes, qu'est-ce qu'un urbaniste? Je crois que la définition que tu en as donnée, oui. elle est très bien ainsi et du coup je me rappelle plus de la question, mais on va est-ce que transformer les villes, ça peut avoir, si on commence par là en tout cas, ensuite ça peut se diffuser dans le reste de la société? Oui, donc, et alors est-ce que c'est transformer ou est-ce que c'est réparer? Parce qu'aujourd'hui j'ai plus le sentiment qu'on est dans un acte de réparation que de transformation et bien sûr c'est peut-être aussi très lié ou dans cet acte de réparer ou lorsque l'on imagine des nouveaux quartiers où de plus en plus on se pose la question avec toutes ces évolutions sociétales et puis cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus de comment on fait avec ces évolutions, quels sont les nouveaux usages, comment on associe plus les habitants, comment s'installent aussi les rez-de-chaussée, parce qu'on parle aussi de l'évolution des commerces. Donc si on a moins de commerces en rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on y met à la place? Est-ce que les espaces publics, on les aménage toujours de la même manière? Je suis toujours étonnée de voir que finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours ceux qui ont en tout cas qui font référence à un modèle des plus anciens. Et dès lors qu'on se relance dans un aménagement d'espaces publics plus contemporains, souvent ils dysfonctionnent parce qu'on a tous culturellement l'envie de cette petite rue commerçante avec son trottoir assez large pour que tout le monde y passe. Donc oui, les deux sont très imbriqués. Sybille et Victoria, que répondre à ceux qui disent que parfois on en fait trop? On prend trop en compte cette féminisation, on en entend trop parler. Victoria Je pense que tout d'abord, si on en parle encore, c'est qu'on a besoin d'en parler. Et c'est aussi, on a très souvent l'impression que c'est des petits détails. Alors qu'en fait, ces détails forment, justement, on en avait parlé avec Corinne Luxembourg, un continuum. Et c'est ce continuum-là contre lequel on essaye de lutter. Et il est toujours présent aujourd'hui. Et en changeant ça, peut-être qu'on arrivera à une solution. Qu'est-ce qui vous marque, vous, le plus quand vous baladez dans une ville? Quelle inégalité vous choque le plus? Il y a les inégalités que moi je vis et les inégalités que j'observe. Et forcément, les inégalités qui me choquent, que j'observe, c'est la pauvreté, les problèmes de classe sociale et qui sont intrinsèquement liés en fait à la condition des femmes et qui démontrent en fait un problème plus systémique en général, c'est-à-dire que pour répondre à l'un, il faut répondre à l'autre. Et ce qui me choque moi, par exemple, c'est en arrivant dans une ville comme aujourd'hui je suis arrivée à Rennes, il y a toujours la question de la sécurité qui se pose. C'est-à-dire qu'il faut que je sache où je vais, il faut que je sache quelle est mon adresse, il faut que mon téléphone soit chargé pour que je puisse regarder le chemin. Et ça, c'est quelque chose, justement, c'est le genre de petits détails qu'on vit tous les jours et dont on ne se rend pas compte la violence, en fait. Et on apprend à faire avec, en fait. Alors que la question, du coup, tant qu'on apprend à faire avec, c'est que la question du féminisme et les besoins pour les femmes ne sont pas résolus. Une dernière question, si vous aviez les mains libres maintenant tout de suite pour prendre la mesure qui vous semble fondamentale et que vous souhaiteriez mettre en place, ça serait quoi, Sybille Cosnard? Je crois que j'instaurerais dans les documents de planification une attention à avoir sur tous les publics, parce que je suis désolée, moi je reviens toujours sur le fait que la femme est certes un problème et je suis bien placée pour le dire, mais pour moi le problème dans la ville, il est de tous ces publics-là. Victoria, une mesure avec une baguette magique qu'on met en place? J'aimerais que ça soit possible, sincèrement. Je pense qu'il faudrait vraiment penser la ville de manière intersectionnelle
Et donc penser les femmes, mais penser toutes les femmes et toutes les populations, en fait, même non-binaires et des choses comme ça. Et si, dans un point de vue plus pragmatique, en fait, en dehors de ce problème systémique, je verrais plutôt occuper l'espace, en fait. Pouvoir occuper l'espace de manière sereine, ça pourrait montrer la représentation des femmes dans la ville. Et donc, petit à petit, je pense, changer les choses. Ça passerait par quoi? Des espaces vraiment adaptés pour les femmes ou justement le fait qu'elles soient plus à l'aise dans l'espace public tout court? Les deux, je pense. C'est-à-dire qu'on pourrait prévoir des espaces, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, à la fois avec des bancs, avec des toilettes, avec des choses comme ça, mais aussi, justement, apprendre à la fois aux femmes, mais surtout aux hommes aussi, de laisser l'espace aux femmes et de les accepter dans l'espace urbain. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette émission d'InAout. Merci à nos invités. Merci également à ceux qui ont permis sa réalisation. Je pense notamment aux équipes du Monde, Isabelle Henbel, Laetitia Van Eekhout, Olivier Razmont, mais aussi les reporters sur le terrain, la BNF, TVR. On se retrouve pour une prochaine émission sur TVR et sur lemonde.fr. À très bientôt.